musée de l'histoire maritime de Bordeaux. Je suis Wilfried et je vais vous faire la visite de ce musée privé qui raconte l'histoire du port de la Lune. Le port de la Lune étant le nom du port de Bordeaux. Pourquoi s'appelle-t-il ainsi? C'est simple. La Garonne, qui est le fleuve qui traverse la ville, forme une boucle en forme de croissant de lune que l'on appelle méandre. Et cette boucle a donné le nom au port. Alors ici dans le musée, vous allez découvrir 2000 ans d'histoire de ce port, de l'époque romaine jusqu'à nos jours. Et c'est de façon chronologique que l'on va découvrir cette histoire. Donc je vous invite à me suivre. On va commencer avec l'époque romaine. Alors, l'époque romaine se fait à partir de cette reproduction, qui est une reproduction de Burdigala, qui est le nom romain de la ville de Bordeaux, au IIe siècle de notre ère. Burdigala a été fondée 4 siècles plus tôt par les Bithusques Viviges, qui est un peuple celte, mais la ville prendra sa première apogée sous les Romains. Les Romains ne construisent pas de murailles, de fortifications. Pourquoi? Mais c'est la Pax Romana, c'est-à-dire que l'Empire romain s'étend sur toute l'Europe, donc il n'y a pas besoin de ces fortifications. Le port, lui, se situe sur la Devèze, un petit confluent de la Garonne, et c'est avec l'Écosse que les premiers échanges commerciaux se font. En Écosse, on va chercher de l'étain, qui est la matière première pour fabriquer des armes, et on échange du vin qui vient de Narbonne et de la région italienne. C'est par la Via Aquitania, qui est une route commerciale terrestre, que ce vin est acheminé jusqu'à Bordeaux, pour être ensuite expédié vers l'Écosse. Cette situation de paix va se perdurer jusqu'au 5e siècle. Et c'est à ce moment-là que les invasions barbares commencent. N'ayant pas de murailles, la ville est complètement rasée. Ce qui explique l'absence de ruines romaines à Bordeaux. Seul le palais gallien, qui est l'ancien amphithéâtre, demeure aujourd'hui. Et jusqu'au 18e, on a les colonnes qui se situent au niveau du Grand Théâtre aujourd'hui. Elles seront détruites pour construire le Grand Théâtre, et ces colonnes, vraisemblablement, appartenaient soit à un temple, soit au forum. Je vous invite à passer sur la prochaine vitrine. La prochaine vitrine qui se situe ici. Cette vitrine parle des dracars et des invasions vikings. Parce que les premières invasions barbares, c'est le 5e siècle, mais les invasions vont continuer jusqu'au 10e siècle, où les Visigoths vont vraiment s'installer dans la région durablement. Ils arrivent par les dracars, qui va remonter l'estuaire de la Gironde, et ils vont prendre Bordeaux par 2 fois, en 848 et en 855. Malgré la présence des Visigoths, qui vont s'installer durablement, le commerce va continuer, et notamment avec les pays du nord de l'Europe. Derrière vous, vous avez la représentation d'un bateau qui sert à transporter des marchandises. Ce bateau est appelé la Coguet, qui date du XIVe siècle. Et la différence entre le dracar et la Coguet, c'est que ça a pris du ventre pour être familier. C'est-à-dire que c'est plus un fond plat, c'est un fond qui permet de stocker. Et derrière la Coguet, vous avez les différentes villes avec lesquelles le port de Bordeaux fait commerce. Sandwich, qui est une petite ville du sud de l'Angleterre. C'est un duché d'ailleurs, le duché de Sandwich. Et d'autres villes. Donc on va continuer à dérouler l'histoire. On arrive maintenant au XIIe siècle avec une personne importante, très connue en général, Aliénor d'Aquitaine. Cette femme qui est très cultivée, qui est une femme de lettres, va être très importante. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, elle va se marier tout d'abord avec le roi de France Louis VII,
puis obtient l'annulation de son mariage pour se marier ensuite avec Henri Plantagenet, futur Henri II d'Angleterre. Ce mariage, en 1653, va faire que le duché d'Aquitaine, qui à l'époque est pratiquement l'ensemble de l'ouest de la France, c'est un duché très grand, va passer sous domination anglaise. Passage de cette domination, de nouvelles routes commerciales vont s'ouvrir, avec l'Angleterre notamment, et l'exportation du vin. Le vin d'Aquitaine, appelé Claret par les Anglais. Pourquoi? Parce qu'il est plus clair que celui produit en Angleterre, tout simplement, et il est mieux apprécié. Ce Claret deviendra le clairé bordelais tel qu'on le connaît aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle elle est très importante, c'est qu'elle va définir un ensemble de lois qui vont codifier le commerce maritime. Cet ensemble de lois s'appelle le Code d'Oléron, ou Jugement d'Oléron, et c'est là-bas qu'elle va les écrire en gascon, et ça sera la base du Code maritime anglais, puis maintenant, ça va être le Code maritime international. Donc voilà cette dame qui est très importante, et pendant 3 siècles, donc toute la domination anglaise jusqu'au XVe siècle, ce commerce va fleurir. Qui dit un commerce maritime important dit un besoin de signaler l'estuaire de la Gironde. Jusqu'au XIVe siècle, cet estuaire est considéré comme très dangereux. On a de nombreux morts, de nombreux naufrages. Donc les Anglais vont construire une petite tour de feu qui signalera l'entrée. Mais en 1453, les Anglais sont vaincus à Castillon, qui est à quelques kilomètres d'ici, et les Anglais partent de France. La tour de feu, elle, tombe en ruine. Donc Michel de Montaigne, qui est à l'époque maire de Bordeaux, va signer, même co-signer, le décret qui permet la construction du phare de Cordouan, ce qu'on va voir maintenant. Je vous invite à vous approcher. Comme je le disais, Michel de Montaigne signe le décret de construction. Il va confier le chantier à Louis de Foix, qui est un aristocrate et architecte qui a travaillé notamment à Nantes, mais aussi à Tolède et à Madrid. Le phare de Cordouan, c'est son petit bébé, pour être familier. Il va y passer la fin de sa vie dessus. Il ne va pas réussir à le finir. Il va ruiner sa famille en plus. Donc ses fils vont essayer de le continuer, mais ça ne va pas marcher non plus. Et ce n'est que sous l'impulsion d'Henri IV que le phare sera terminé. On est en 1611 et 27 ans se sont écoulés depuis la signature de construction. Ce qui est impressionnant. Si vous voulez une reproduction du phare de Cordouan, vous l'avez derrière la vitrine. Le phare de Cordouan, tel qu'il est construit en 1611, est représenté ici avec le bouclier et le premier étage qui sont encore visibles aujourd'hui. Et le deuxième étage, lui, sera modifié au XVIIe siècle parce que le feu n'est plus assez haut. Ce qui fait qu'ils vont raser le deuxième étage pour augmenter la hauteur du phare. Et en bas de la reproduction, vous avez l'ensemble des pavillons qui ont l'autorisation de franchir l'estuaire de la Gironde pour faire commerce avec le port de Bordeaux. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou... Pas encore. Le phare, il se situe où maintenant? Alors, le phare se situe dans l'estuaire de la Gironde. Je vais vous le montrer derrière les cartes. Je veux juste faire une petite aparté, parler des 2 livres que vous avez ici. Ces 2 livres qui sont le livre des bouillons et le livre des privilèges sont en fait 2 livres qui vont recenser l'ensemble des privilèges de la ville de Bordeaux du XIIIe siècle au XVIe siècle lorsqu'ils sont écrits. Ce qui est rare parce que entre le XIIIe et le XVe siècle, c'est sous domination anglaise et ces privilèges anglais vont continuer à perdurer malgré la domination française qui revient. Le livre des bouillons, lui, est un peu plus tardif. Il est fin XVIe siècle et il va recenser toutes les bulles royales à destination de la ville de Bordeaux. Ces livres sont aujourd'hui aux archives municipales et sont
un instrument très précieux pour comprendre l'histoire de la ville. Maintenant, on va passer aux cartes qui se situent derrière vous. Et petit jeu de devinettes, d'après vous, quelle est la plus ancienne? Il y en a 7. Allez, question pour toi. La plus ancienne. D'après vous. Ah, ça va être celle-là. Et pourquoi? Je sais pas. Mais, parce que c'est marqué aussi occidental. Non, je sais pas. Oui, mais c'est celle-ci la plus ancienne. Et l'utilisation du latin est l'indice principal. Oceanus occidentalis. Voilà. Après, elles sont classées de façon chronologique. Vous avez fin 16e pour celle-ci, 17e puis 18e siècle. Et ce qui est important, c'est l'évolution des relevés. Celle de fin du 16e, elle est assez ressemblante, mais elle n'a pas tellement de précision. L'estuaire de la Gironde est situé ici. Vous avez l'île d'Oléron et l'île de Ré. Mais après, les noms sont Il y avait des monstres. en néerlandais. Oui, en plus. Et voilà. Celle d'à côté, celle du XVIIe siècle, est un peu plus intéressante. Parce qu'on a vraiment la fonction principale qui est démontrée par son titre. Son titre étant carte maritime depuis la rivière de Bordeaux jusqu'à Saint-Sébastien, à l'usage des armées du roi de Grande-Bretagne. Donc c'est un instrument de pouvoir très important. La précision est là aussi. On voit bien l'estuaire de la Gironde qui est représenté. Le phare de Cordouan est même représenté. Il est ici. Cordouan. Vous avez Blaye, Bordeaux qui sont représentés, même Bayonne. Tous les noms sont en français. C'est une famille néerlandaise, les Hoodges qui vont faire les relevés, et c'est le roi d'Angleterre qui va s'en servir. C'est l'Europe avant l'heure. Voilà, c'est bien. Et le XVIIIe siècle va avoir l'apparition de cartes dites éclatées, c'est-à-dire des cartes qui prennent le moins de place possible. Sur le même parchemin ou le même papier, on va représenter l'ensemble de l'estuaire en plusieurs morceaux. Le premier est l'entrée de l'estuaire, la jonction de la Dordogne et de la Garonne sur une deuxième partie, et enfin la ville de Bordeaux. La différence entre les deux, c'est l'orientation. On a une qui est néerlandaise avec le nord qui se situe en bas, et l'autre étant prussienne, avec le nord se situe vers le haut, comme les cartes françaises. L'amélioration des relevés s'explique déjà par la meilleure connaissance de la Terre elle-même, mais aussi par l'amélioration des outils utilisés pour faire les relevés. Les instruments de navigation aussi vont évoluer, et c'est ce que je vais vous inviter à découvrir pour la prochaine vitrine. Dans cette vitrine, vous avez 4 instruments de navigation représentés. Vous pouvez vous approcher, je ne mords pas. Les plus anciens que sont le graphomètre et le cercle hollandais datent du XVIe siècle et utilisent le principe de viser. On va viser un astre ou un point de repère géologique, et à l'aide de la boussole, on va calculer un angle qu'on va reporter ensuite sur la carte, et par des savants calculs mathématiques dont honnêtement je ne connais même pas la moitié, vont déterminer leur position dans l'espace. Les deux plus récents, que sont l'octant et le sextant, vont se servir d'un autre principe. Celui-ci, c'est la superposition d'images par le jeu de miroirs. On va viser 2 points, et avec les miroirs, on va réussir à les superposer, ce qui va définir un angle qui est indiqué en bas sur la règle graduée. Et cette règle graduée va représenter 1/8 de la circonférence terrestre pour l'octant et 1/6 de la circonférence terrestre pour le sextant. Le sextant a une meilleure précision et sera utilisé jusqu'en 1990 et l'apparition des GPS. Sa précision au sextant, c'est de 2 à 5 000 nautiques, ce qui représente entre 2 et 10 km. Ce qui est
très précis pour un instrument du XVIIe siècle, on va dire. Bon, est-ce que vous avez des questions sur la première partie de la visite? Non, ça va, pas encore. D'accord. Derrière vous, vous avez la représentation d'une gravure de la ville de Bordeaux autour de 1730. Et vous avez une autre gravure qui détaille d'autres instruments de navigation, notamment le cadran solaire et le bâton de Jacob, qui sont même beaucoup plus anciens que les 4 que je vous ai présentés auparavant. Donc nous nous situons au XVIIe siècle maintenant. On va passer sur la grosse partie de l'histoire bordelaise. On va commencer doucement avec la présentation du métier de courtier maritime. Le métier de courtier maritime existe déjà dès les rois d'Oléron au XIIe siècle, mais ce n'est qu'avec Colbert et ses successeurs qui va être défini, codifié. Il va avoir 4 missions. Le premier, il va servir d'intermédiaire entre les autorités portuaires et un capitaine étranger. La deuxième mission, il va servir de traducteur. Les capitaines étrangers ne connaissent pas forcément la langue du port où ils accostent. Donc les documents officiels vont être traduits par le courtier maritime pour être ensuite remis au capitaine. Et enfin, il va servir de négociant. Il va vendre soit des navires, soit des denrées. Et il va servir d'intermédiaire entre le capitaine et les acheteurs potentiels. Voilà la définition d'un courtier maritime. Dans la vitrine, vous avez des registres de la famille Binot, qui est une famille de courtiers maritimes allant de génération en génération. La famille Binot est un des principaux fondateurs de ce musée privé. Là, vous avez les 7 générations représentées en haut de la vitrine. Si je vous dis le XVIIe siècle, pour vous, quelles sont les puissances maritimes principales du XVIIe siècle en Europe? Ah, il doit y avoir l'Angleterre, la Hollande, oui. l'Allemagne. C'est là. Vous avez dit les 2 principaux, qui sont l'Angleterre et les Pays-Bas. Mais Louis XIII et Louis XIV rêvent d'une marine aussi puissante que celle-ci. Donc ils vont mettre au point le système de corsaires. Les corsaires, qu'est-ce que c'est? Déjà, le corsaire, c'est le nom d'un bateau et du capitaine. C'est les 2 à la fois. Et en fait, c'est un privé qui va armer lui-même, c'est-à-dire va faire construire et mettre de l'armement, un navire pour aller attaquer les puissances commerciales étrangères. Cependant, un corsaire ne peut attaquer qu'en temps de guerre et avec l'autorisation du roi sous la forme d'une lettre patente appelée lettre de marque ou lettre de course. C'est la principale différence entre un corsaire et un pirate. La deuxième étant qu'un corsaire pris, c'est un prisonnier de guerre, un pirate pris, c'est un pendu. Derrière vous, vous avez la maquette d'un corsaire. Et au-dessus, vous avez une frise chronologique. Comme on peut le voir, le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est un siècle de guerre. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Au début de l'ordonnance royale, en 1681, on compte environ 5 à 6 capitaines corsaires. À la veille de la Révolution française, il y en a plus de 500. Et rapidement, Napoléon rétablira ce système de corsaires. Napoléon durant le Premier Empire. Donc ça veut dire qu'elle les a diminués? Non, c'est que en fait, la lettre de marque, à un temps donné, elle est valable 1-2 ans. Donc, quand la monarchie va chuter, en 1789, les lettres de marque ne vont plus être émises et les corsaires vont naturellement disparaître ou être transformés en pirates. Dans la vitrine à côté, vous avez en fait l'équipement de capitaine corsaire. Le fameux sabot d'abordage qui sert en fait à la course. La course étant le nom donné à l'attaque d'un bateau de commerce étranger. Mais d'autres instruments sont importants. La longue vue pour repérer ses navires, ainsi que les jumelles. Le mousquet pour se défendre. Et enfin la pipe lorsqu'on est amateur de tabac, ce qui est le cas des grands marins.
Je vous ai parlé d'une lettre de marque. Vous avez l'exemple d'une lettre de marque sur le côté. Et la prise, c'est-à-dire le butin, sera divisée en trois. Une partie, ce sera en vente publique, dont le bénéfice est à destination du roi. C'est ce que représentent ces 4 avis de vente. Et le reste sera divisé entre l'équipage et l'armateur du navire. La prise, ça peut être aussi le navire en lui-même, qui va être réparé, puis servir 2 bateaux corsaires par la suite. Donc le XVIIIe siècle, on a beaucoup de corsaires. Mais le XVIIIe siècle est aussi riche pour le port de Bordeaux. Pourquoi? Et pour la renommée qu'il va avoir. Au début, même les 2 tiers du XVIIIe siècle, le marquis de Lafayette va partir à bord de l'Hermione et de la Victoire, qui sont ces 2 navires. La Victoire va être armée ici à Bordeaux et l'Hermione va être armée à Rochefort. Lorsqu'il fait sa première traversée, il a 19 ans et il part contre l'avis de sa famille et celle du roi. Lorsqu'ils arrivent avec quelques autres officiers expérimentés, lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, il va être pris sous l'aile de George Washington. Là, il va réussir à convaincre George Washington et son état-major de le renvoyer en France pour obtenir l'aide du roi, qu'il obtiendra en fin diplomate. C'est avec un corps expéditionnaire qui retraversera l'Atlantique à bord de l'Hermione cette fois-ci pour aller aider les indépendantistes. Lorsqu'il arrive là-bas la 2e fois, il va participer à la bataille de Yorktown, qui est la bataille finale entre guillemets entre les Anglais et les Américains. Et à partir de là, toute l'histoire américaine va s'enclencher. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 1783, qu'il va revenir en France et il apprendra à ce moment-là que la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance des États-Unis. Mais la construction de la Victoire est symbole de la construction navale bordelaise. Le XVIIIe siècle, c'est la première apogée de la construction navale à Bordeaux. Les chantiers royaux, l'arsenal royal, s'étend entre la gare Saint-Jean aujourd'hui, donc le quartier Belsier, et la porte de Bourgogne. Ce qui est déjà une sacrée longueur de quai. Et à cette époque-là, au début du XVIIIe siècle, sortent de ces chantiers 6 à 8 navires par an. À la fin du siècle, c'est 26 navires qui sortent. Ça fait une grande évolution. Et en plus, il faut compter l'ensemble des prises qui, eux, seront réparées pour ensuite être remis à flot. Ce qui fait qu'entre 1754 et 1784, c'est 475 navires qui mouillent dans le port, d'où l'appellation de Bordeaux port corsaire. Les quais aussi seront énormément bondés. On a 2000 dockers et 7 à 8000 ouvriers et équipages, ce qui fait du monde sur les quais. En ouvrier, on a des ouvriers spécialisés que sont les charpentiers navals, que sont les fondeurs, que sont ceux qui s'occupent des voiles, et enfin les équipages au sens large. La construction navale fera que Bordeaux obtient une réputation internationale et des navires sont commandés par l'Italie, par la Russie, par l'Espagne à être construits ici. Donc voilà pour ce qui concerne le XVIIIe siècle. La deuxième moitié du XVIIIe siècle, on va passer sur quelque chose généralement un peu plus connu, mais mal connu, le commerce triangulaire. Est-ce que vous savez ce que c'est? Donc je vais passer rapidement. Le commerce triangulaire, c'est on part d'Europe pour aller en Afrique, échanger du textile ou des armes contre des esclaves. Puis les esclaves, on les ramène en Amérique, où là, ils vont être à nouveau échangés contre des denrées coloniales que sont le sucre, le café ou le rhum. Le commerce triangulaire, le principal pays le faisant, c'est l'Angleterre, qui représente 49% de ce commerce et qui partent de 3 ports, que sont Liverpool, Bristol et Londres. Le deuxième pays
c'est le Portugal, à hauteur de 29% des expéditions effectuées. Et le troisième pays, c'est la France, à hauteur de 19%. Et sur ces 19%, on va avoir Nantes en premier port négrier, même si j'aime pas trop ce terme personnellement, avec un peu plus de 1700 expéditions au parti de Nantes. Et la deuxième partie sera divisée entre différents ports, Le Havre, Dunkerque, La Rochelle et même Bordeaux. Bordeaux, ça sera environ 500 expéditions qui seront envoyées, mais ça représente 3 à 5% du flux commercial de l'époque. Le port bordelais va plutôt préférer du commerce en droiture, c'est-à-dire que les bateaux vont partir directement du port de Bordeaux jusqu'aux Antilles, puis revenir. Il ne va pas y avoir d'étape intermédiaire avec l'Afrique. Donc moins de transport d'esclaves. C'est cela, même si à Bordeaux, ce ne sont pas des esclaves qui vont arriver, mais ce sont plus des domestiques assermentés. C'est très... Poliment dit. Non, on va chercher à modifier les termes, même si dans le fond ce sont des esclaves. Et dès l'apparition de ce type d'esclavage, les critiques vont apparaître. Un philosophe des Lumières, Montesquieu, qui est derrière moi, qui est né à quelques kilomètres de Bordeaux, va, dans l'Esprit des lois, en 1748, déjà faire une critique très importante dans son livre 18, qui va condamner la torture et l'esclavage. C'est un siècle plus tard, en 1848, que Victor Schœlcher, le député, va permettre l'adoption d'un texte de loi interdisant totalement l'esclavage en France métropolitaine et ses colonies. Est-ce que ça va pour cette partie du XVIIIe siècle? Oui. Très bien. Alors, l'histoire française au XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle notamment, connaît énormément de bouleversements. L'ancien régime, établi depuis plusieurs siècles, va chuter. La Révolution française va passer par là, avec l'instauration de nouvelles idées, donc la naissance de la République, et même l'Empire va être mis en place. Je vais maintenant vous parler de Camille Roquefeuille-Cahuzac, qui est un explorateur, et ça va être le deuxième explorateur français à faire un tour du monde. Le nom latin et savant est une circumnavigation. Je vous invite à vous approcher de la mappemonde, ça va être plus interactif que de le lire sur le panneau. Donc, nous sommes dans octobre 1816 et Camille de Roquefeuille-Cahuzac a réussi à convaincre les autorités d'aller ouvrir de nouvelles voies commerciales. Donc, il a fait armer un navire et prend la mer. Il prend la mer en octobre 1816 de Bordeaux et va se diriger vers la Terre de Feu. Terre de Feu qui se situe à la pointe de l'Amérique du Sud. Il y arrive en février 1817 et il va traverser le Cap Horn. Cap Horn qui est le plus difficile cap à traverser au monde, mais il va le traverser assez rapidement. Et à l'envers. Et dans le sens contraire, c'est cela. Une fois traversé, il va le faire escale à Valparaiso, au Chili. Et là, il va décider d'aller acheter de la fourrure. Ben oui, c'est un commerçant, avant tout. Et c'est des routes commerciales qu'il veut ouvrir. Donc il va se diriger vers le nord, en faisant plusieurs escales. Tout d'abord au Pérou, puis les îles Galapagos, qui sont encore sous domination espagnole, excusez-moi. Des îles Galapagos, il part à San Francisco, aux États-Unis, puis dans la baie de Nootka, qui se situe au large de Vancouver. Arrivé à Vancouver, les marchands n'ont plus de fourrure. C'est un peu embêtant pour un commerçant. Et là, il va décider d'aller passer ses quartiers d'hiver, on va dire, dans les îles Marquises. Les îles Marquises qui se situent au large de l'Amérique du Sud. Donc on est ces quartiers d'hiver, février 1818, il repart et se dirige vers Hawaï. Puis d'Hawaï, il va partir sur Macao, en Chine. Là-bas, malheureusement, son budget devient limité. Il a déjà pas mal dépensé. Donc, il va choisir de repartir pour Bordeaux. Donc, il se situe à Macao. Il va traverser l'Indonésie
passer au large de la Cochinchine, qui est le Vietnam actuel, franchir le cap de Bonne-Espérance, longer les côtes africaines, et le revoilà à Bordeaux. Nous sommes en novembre 1819. Ça fait 36 mois que ce monsieur est sur les mers. Et il a effectué le premier tour du monde après la Révolution française. C'est pas beaucoup, plus. C'est pas beaucoup, 36 mois à cette époque. C'est quand même En faisant tout ce tour. C'est sûr que c'est pas extrêmement important, mais c'est quand même pour le peu d'escales qu'il va faire, en fait, c'est assez rapide. Il lui est revenu les cales pleines, ou bien il a quand même trouvé à faire ses courses. C'est cela. Et il va être précurseur pour différentes grandes familles bordelaises que l'on va voir par la suite. Mais d'abord, je vais revenir sur un natif français qui est né dans le Lot, c'est Pierre Balguerie. Il va être très important. Pourquoi? Et en fait, Pierre Balguerie va financer la fin de construction du pont de Pierre. C'est un négociant. Il aura d'abord fabriqué et vendu des voiles, et son mariage avec la famille Stutenberg, qui est une famille néerlandaise installée à Bordeaux, va faire qu'il va devenir aussi négociant en vin. Mais pas que. Après les voiles et le vin, il va aussi se mettre à commercer des denrées coloniales, et il va armer des navires. Donc il va avoir un portefeuille assez diversifié, ce qui fait qu'il va permettre, sa fortune va lui permettre de fonder la Banque de Bordeaux. Banque qui sera ensuite absorbée par la Banque de Paris, la Banque de France. Donc il va créer la Caisse des dépôts et prévoyance. Et c'est avec quelques amis qu'il va finir de financer le pont de Pierre. Pourquoi? Parce que 1816, c'est la chute du Premier Empire. Et l'Empire n'a plus assez d'argent pour construire ce pont. Donc, ce sont de son initiative que 2 millions de francs vont être dépensés pour terminer la construction. Donc, on a un entrepreneur très riche. Mais pas que. D'autres familles vont aussi faire la richesse du port de Bordeaux. Les Lequelec, notamment Ange Lequelec, va venir de Bretagne. Étant un navigateur expérimenté déjà, il va fonder sa propre maison de négoce. Et de là, il va partir à Valparaiso, au Chili, et établir une liaison régulière pour commercer à la fois le nitrate, qui sert de poudre à canon, mais aussi le guano, qui sert d'engrais naturel. Est-ce que vous savez ce qu'est le guano? Donc je ne vais pas revenir, c'est assez spécial. C'est sympa à transporter. C'est cela. En général, les familles du 19e siècle vont aller s'installer vers leur hortoir, leur entreprise, dans les Amériques. Ce n'est pas le cas de la famille Denis. Elle, la famille Denis, va aller s'installer en Cochinchine, l'actuel Vietnam. Et c'est avec le riz qu'ils vont faire fortune. Ils vont développer leur système de rizière et cultiver le riz là-bas. Et c'est à bord de navires comme celui-ci qui vont le ramener en Europe. Ici, vous avez la représentation d'une goélette appelée la mouette. Cette mouette, vous pouvez la voir aussi dans la photo du haut, qui est en plein cœur de la baie de Saigon. Le père Denis, on va dire, va vite venir à décéder, et ce sont ses fils qui vont reprendre la relève. Je vais de nouveau parler de Valparaiso. Pourquoi? Parce que la famille Borde va prendre le relais et va s'associer avec les Lequelec. Donc c'est encore du nitrate et du guano qui vont être commercés, mais ce n'est plus à bord de petits navires que ça va être commercé, ça va être à bord de navires comme celui qui se trouve derrière vous, qu'on appelle un capornier. Ces caporniers ont l'habitude de traverser le Cap Horn, qui est un cap, je le dis à nouveau, extrêmement difficile à naviguer. Et ces bateaux qui sont énormes vont ramener énormément de denrées. C'est simple, la famille Borde possède 37 de ces navires, ce qui fait que c'est la 7e flotte commerciale de l'époque. Et la famille Borde va faire le choix de rester sur de la voile purement économiquement.
En effet, la vapeur commence à avoir son apparition et pour faire de la vapeur, il faut du charbon à brûler. Et ce charbon, il faut bien le stocker. Les voyages ne se font pas en 2-3 jours à cette époque-là. Et ça prend de la place. Et si ça prend de la place, ça veut dire que c'est moins de cargaison qu'on va ramener. Donc, forcément, le vent qui lui est non stockable mais qui est infini et qui ne coûte rien, va forcément être privilégié. Contrairement à la famille Borde qui fait un choix sûr en restant sur la voile, la famille Balland, elle, va passer rapidement sur de la vapeur. Pourquoi? Déjà, ils s'installent en Nouvelle-Calédonie et en Australie pour apporter du nickel. Est-ce que vous savez à quoi sert le nickel à cette époque-là? Enfin, toujours aujourd'hui. La monnaie. On frappe des pièces de monnaie avec le nickel. Et bien, ils vont passer par le canal de Panama. Leur navire sera le premier navire à pavillon français à franchir ce canal pour aller jusqu'en Australie, en Nouvelle-Calédonie. Ce qui fait qu'ils n'ont plus besoin d'aller franchir ce Cap Horn, c'est dangereux. Et donc le vent, les voiles ne sont plus utiles. Donc c'est un navire à vapeur qui va prendre le relais. Navire à vapeur, le premier navire à vapeur français va être construit à Bordeaux. Il s'appelle le Garonne et vous pouvez observer sa maquette au musée d'Aquitaine. Vous avez ici la reproduction du coursier de Bergerac qui est un des navires qui va suivre le Garonne, tout simplement. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que je ne vais pas trop vite? D'accord. Donc on va continuer. Sur le mur, vous avez la représentation d'un bassin de carénage. En fait, c'est un bassin qui se ferme, qui permet de vider l'eau pour réparer les coques. Celui-ci est mobile et sera extrêmement reconnu pour sa réparation de navire quelconque. Je vais faire rapidement une parenthèse sur Alexandre Le Dantec, qui est en fait le père et le pionnier de la médecine tropicale. C'est un médecin de marine, donc sert à l'armée, et à la fin de son service va rentrer à Bordeaux et va enseigner ce qu'il sait à la toute jeune faculté de médecine. Il a sa chaire et il va continuer à former cette discipline complètement nouvelle. D'où l'ouverture, quelques années plus tard, en 1891, de cette école de santé navale. Il va destiner ses cours à la fois aux civils, mais aussi aux militaires. Et plus de 8500 médecins seront formés à Bordeaux sur les 120 ans d'ouverture de l'école, dont quelques noms célèbres, notamment Victor Ségalen, ethnologue et écrivain, mais aussi Henri Laborie, qui est le père de l'anesthésie moderne. L'école fermera en 2010, mais les médecins qu'elle a formés continuent aujourd'hui à aller sur les terrains difficiles, catastrophes naturelles, zones de conflit, par exemple. Donc voilà la parenthèse sur ce monsieur, qui est quand même important. On continue notre déroulé de l'histoire. On arrive au milieu du 19e siècle, avec les chantiers de l'océan, qui correspond en fait à la deuxième apogée de la construction navale à Bordeaux. Le fondateur des chantiers de l'océan, c'est Lucien Armand. Lucien Armand va faire la réputation de ces chantiers en introduisant le métal dans la construction navale. Il va renforcer les Cap Horn, qui est le navire dont on a vu la maquette tout à l'heure, en faisant une structure en métal et une coque en bois. Ce qui fait que lorsque ces navires franchissent les vagues qui font quelquefois 5-6 mètres de haut, la proue et la poupe, lorsqu'ils brisent ces vagues, seront plus renforcées, donc moins d'accidents, donc moins de victimes. Ça va faire la réputation des chantiers de l'océan, et des commandes de partout dans le monde vont arriver. Russie, Italie, Espagne, entre autres. Mais Lucien Armand est aussi connu pour avoir inventé et fabriqué le premier cuirassé. Cuirassé qui est un bateau tout en métal. C'est le Stonewall et le Prince d'Albert qui vont être vendus à des puissances étrangères. Le Stonewall va être fabriqué pour les confédérés américains,
Malheureusement, le temps qu'il arrive jusqu'aux États-Unis, la guerre est finie, les confédérés ont perdu. Donc il va revenir en Europe, puis va être vendu à la marine nationale japonaise, sous le nom d'Azuma. Le Prince Adalbert, lui, va être vendu à la Prusse. On est autour des années 60, et 10 ans plus tard, conflit franco-prusse, le navire est le navire amiral de la flotte prussienne. C'est face aux Français qu'il fera son histoire. Mais c'est le début de la construction des cuirassés dans les bassins à flot. En effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au milieu du XVIIIe siècle, on a le pont de pierre qui a été construit, ce qui fait que les anciens chantiers navals ne sont plus utilisables, et les bassins à flot seront construits pour construire ces navires. Les classes Normandie notamment seront construites ici à Bordeaux, et le Béarn sera transformé d'une frégate en porte-avions. Voici la fin de cette partie de la visite. Je vous ai parlé énormément de construction navale, d'histoire. Maintenant, je vais vous parler surtout des denrées, ce qui fait le centre même du commerce et de la richesse du port. Est-ce que vous avez des questions? Pas pour le moment. C'est bien expliqué, c'est bien. D'accord. Si je vous dis Bordeaux, quelle denrée tout de suite vous vient à l'esprit? Le vin, qui est la principale exportation du port. Ce vin, il va commencer à être exporté dès l'Antiquité, même s'il n'est pas encore produit à Bordeaux. Mais c'est surtout au XIIe siècle que le vin produit localement va être exporté en Angleterre. Je vous ai parlé du clairet. Jusqu'au XVe siècle, ça sera le produit principal. Au XVe siècle, la Ligue hanséatique, qui est en fait un regroupement de ports d'Europe du Nord, va commencer à faire commerce avec Bordeaux, mais surtout des cépages blancs qui vont être introduits à cette époque-là dans le Bordelais, parce qu'ils vont commander un jus blanc pour le distiller. Les fameuses distilleries hollandaises de cette époque, du 15e, qui sont en pleine activité. Le XVIe siècle continue sur ces deux voies commerciales. Le XVIIe siècle, c'est de nouvelles voies commerciales avec les colonies qui vont s'ouvrir. Le vin va continuer à être exporté. Le XVIIIe siècle, c'est l'apparition de la bouteille, donc de la vente au détail. On passe d'un tonneau de 325 litres, qui est une quantité assez importante, c'est le tonneau bordelais, à des bouteilles de 75 centilitres, ce qui fait une vente au détail beaucoup plus facile. Le 19e siècle, petit tremblement de terre au niveau de la vente du vin. Pourquoi? Parce que deux maladies vont apparaître dans les vignobles bordelais. Le début du 19e siècle, c'est l'oïdium, qui est une maladie qui s'attaque aux feuilles et aux grappes de raisin. Et la fin du 19e siècle, c'est le phylloxéra. Entre-temps, les vins de Bordeaux ont acquis une réputation internationale. 1855, c'est l'apparition des classements du Médoc et du Sauternes. Ce qui fait que même s'il y a un petit tremblement de terre dans le commerce du vin, celui-ci continue à fonctionner. Et le 20e, puis le 21e siècle, le vin de Bordeaux a toujours cette réputation internationale, comme le témoigne le prix du vin aujourd'hui. Mais le port de Bordeaux, ça ne sera pas que le vin. Et je vais vous inviter à découvrir d'autres produits. Attention à la marche. On va commencer par le produit qui se situe à droite, la morue, aussi appelé le cabillaud. Ce poisson est un poisson d'eau froide, donc c'est à bord de ce type de navire qu'on va aller le pêcher, qu'on appelle un terre-neuvier. Ce sont des bateaux immenses qui partent pour plusieurs mois pêcher ce poisson qui se trouve en général au large de Terre-Neuve, d'où le nom du bateau qui est appelé un terre-neuvier. Et c'est des expéditions de plusieurs mois. Les poissons pêchés vont être conservés dans le sel, d'où la morue séchée qui va être un mets très apprécié et très consommé dès le XVIe siècle. Et pendant plus de 3 siècles, ces terre-neuviers vont venir ici à Bordeaux pour décharger leur cargaison, pour se réapprovisionner, puis pour repartir. Autre denrée, on va dire, l'arachide, aussi appelé cacahuète. Le XVIIIe siècle, la demande en huile végétale est très importante, à la fois pour fabriquer de l'huile, mais aussi pour fabriquer du savon. Et ces messieurs, Louis Hubert Prom et Hilaire Morel,
vont fonder la première huilerie à Bordeaux en 1857. Entre 1840 et 1860, c'est 20 000 tonnes d'arachides importées du Sénégal par an. Ce qui est un commerce très florissant. L'entreprise Morel Improm va être absorbée au milieu du XXe siècle par Le Sieur, qui est aujourd'hui encore leader mondial dans la fabrication d'huile. On va continuer avec une autre entreprise, une autre maison qu'on appelle la maison Touton. Cette maison va va importer des épices, du cacao et de la vanille. L'ouverture du canal de Suez au milieu du 19e siècle va faire que toutes les maisons qui importent ce type de produits vont se délocaliser plutôt sur Marseille. On va avoir une route plus droite, moins longue. Mais la maison Touton va rester à Bordeaux et va continuer à fournir les chocolatiers locaux et aussi pour ce qui concerne la cannelle et d'autres épices dont elle possède le monopole. Vous avez dans cette vitrine quelques exemples d'épices importées par cette maison. La maison Touton. Ici, vous avez une gabarre. La gabarre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un bateau qui sert à décharger les gros navires commerciaux qui sont amarrés dans la Garonne même. C'est pas encore l'époque des quais verticaux. Ce qui fait que les navires seront déchargés par ces petits navires, qui sont des navires à fond plat et qui peuvent remonter le fleuve grâce à son mât qui se replie. On va passer rapidement à la prochaine vitrine. La prochaine vitrine qui parle du chocolat, de la vanille dont je viens de vous parler, avec la maison Touton, mais aussi du café. L'origine du café, est-ce que vous la connaissez? L'Afrique? Au départ, le café vient d'Asie. Il sera ramené par les Néerlandais en Europe. Et les Néerlandais vont ensuite en faire cadeau au roi de France. Louis XIV, il va obtenir quelques pieds de caféiers qu'il va confier ensuite à des capitaines pour les planter dans les Antilles, qui est un climat plus propice à sa culture. Donc c'est à Saint-Domingue que ces plants de café vont être plantés et depuis lors, c'est le leader mondial de la production de café jusqu'au 19e siècle. Et c'est la fameuse révolution qui va faire que Saint-Domingue va obtenir son indépendance. Grâce au café. En Asie, ça venait d'où le café? Alors, Asie, je ne pourrais pas vous dire l'origine précise. Le Kerala, l'Inde, parce qu'on en a vu. Donc, je vous ai parlé du café, du cacao. Et il y a une denrée coloniale très importante dont je ne vous ai pas parlé. Est-ce que vous pourrez me dire laquelle? La vanille. Oui, la vanille, je pensais à une autre en fait. Quoi? Non plus. Je sais pas. La principale qui est produite à partir de betterave, Le sucre? le sucre. Le sucre qui est 350 ans d'histoire à Bordeaux. Dès le XVIIe siècle, on fait venir du sucre pour Bordeaux, on le raffine et on va produire une spécialité qu'on appelle le pain de sucre. Pain de sucre que vous pouvez apercevoir dans la dernière vitrine. Ce pain de sucre est une spécialité de Bordeaux et il sera surtout exporté en Afrique subsaharienne parce que les nomades vont s'en servir énormément. En effet, sa forme ne va pas blesser les chameaux. Et s'il venait à tomber dans le désert de sable, on ne perdrait pas de produit. Un coup de balayette ou un coup de petit balai et le sable s'en va facilement. Il sera utilisé principalement pour l'heure du thé. En coucher de soleil, on va, avec l'aide d'un petit marteau en argent, briser un petit morceau de ce pain de sucre qu'on va mettre sous la langue et avec le thé qui va désaltérer le nomade.
À la veille de la Première Guerre mondiale, on compte 4 raffineries de sucre à Bordeaux, ce qui est énorme. Malheureusement, la Première Guerre mondiale puis la Seconde Guerre mondiale vont faire que, une à une, ces raffineries vont fermer, dû au ralentissement de la production. Et la dernière est la raffinerie C. C qui va rapidement fusionner avec Béguin. De cette fusion va résulter la fermeture de la raffinerie parce que Béguin possède déjà une raffinerie au niveau de Nantes, ce qui est très proche. Et donc la fermeture de la raffinerie de C à Bordeaux marque la fin de l'histoire du sucre au port. On arrive maintenant à la dernière étape de notre visite, qui est avec le port des 20e et 21e siècles. La situation va se résumer assez facilement. Le 20e siècle, c'est surtout les grandes croisières, les grands navires de croisière. Eux vont être accueillis au Verdon. Le Verdon qui se situe où? À la pointe de l'estuaire de la Gironde. Et ainsi, on va construire un terminal spécialisé qu'on appelle un mole pour recevoir ces navires de croisière. Donc ici, vous avez les quais, vous avez le hall d'embarquement et le hall de réception sur cette photo et la ligne de chemin de fer électrifiée directe entre le Verdon et Bordeaux. Les marchandises, elles, vont être reçues en plein cœur du port de la Lune. Vous avez sur cette photo les quais verticaux qui sont bondés de navires et qui sont déchargés pour être stockés dans les hangars. Ici, vous avez le bois qui est aussi déchargé. Malheureusement, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est le développement de l'aéronautique. Et peu à peu, les croisières vont être laissées à partie. Le nombre va diminuer. Et donc, le mole spécifique construit pour ces bateaux de croisière va être abandonné. Dans les années 1970, la volonté de la mairie de Bordeaux, c'est de faire partir ces marchandises du cœur de la ville. Donc ils vont construire différents terminaux spécialisés. Le mole du Verdon va être transformé. On va recevoir les grands porte-conteneurs qui sont de plus en plus gros, mais aussi un terminal pour les hydrocarbures qui vont aussi arriver au Verdon. D'autres terminaux spécialisés, les céréales notamment, vont être accueillis à Blaye. Et dans les années 90-2000, c'est Airbus qui va s'installer à Pauillac. Aujourd'hui, les pièces de l'A380 arrivent de toute l'Europe jusqu'à Pauillac. Là, elles sont embarquées sur 2 barges qui vont remonter la Garonne jusqu'à Langon pour ensuite être acheminées vers Blagnac et l'assemblage final de l'avion. Les années 90-2000, c'est aussi le retour des grands bateaux de croisière de plaisance. Mais étant donné qu'on a détruit le Verdon, c'est la volonté de la ville d'accueillir ces grands navires dans le port historique du port de la Lune. Et c'est ainsi que l'ouverture du pont de Chabannes-Delmas marque le début des retours des grands bateaux de croisière, comme c'est le cas avec cette photo, qui sont guidés dans le port de la ville. Alors, j'espère que la visite vous a plu. Je vous invite à débarquer de cette croisière dans le temps et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.